Merci. Je suis très heureux d'être ici ce matin parce que je suis vraiment euh, en train d'apprendre beaucoup de choses aux côtés d'éminentes personnalités, d'experts du monde juridique. Et j'apprends par exemple que la révision peut être bénigne, partielle ou totale, ce que personnellement je ne savais pas. Je voudrais en tout cas revenir sur la question de la fragilité de la Constitution aux yeux du citoyen qui se demande si cette possibilité de revision, qu'elle soit bénigne, partielle ou totale, qui existe et dont on use, excusez-moi du terme, et dont on abuse même parfois au Togo, ne donne pas le sentiment que notre Constitution est particulièrement fragile. J'ai écouté mon ami le professeur Kodar qui a expliqué que il faut en tout cas adapter la Constitution aux besoins de la cité, je veux le dire ainsi. Je crois que on peut le comprendre, mais également on peut se demander si le fait que depuis, je vais prendre 2005, on procède autant à des changements de constitution, qu'on puisse modifier des articles qui, au demeurant, semblent ne bénéficier qu'à une personne ou à une élite, à un entourage, est-ce que cela ne constitue pas vraiment des éléments qui, aux yeux en tout cas de la population, des citoyens que nous sommes confirment le fait que la constitution au Togo est particulièrement fragile? J'avais dit 2005, souvenons-nous, le 6 février, la modification apportée sur deux articles de la Constitution, article 65, article 144. Si vous voulez, je peux entrer dans le détail par rapport à ces articles. Bien que n'étant pas juriste, j'ai pris la peine de lire un peu. L'article 144 disait qu'on ne pouvait pas, en cas de vacance de pouvoir, procéder à une modification. On a mis de côté cet élément. Je ne sais pas ce que ça a apporté au peuple togolais, mais une chose est certaine, c'est que ça a apporté un bénéfice à une personne. On a modifié l'article 65, disant que l'intérimaire qui devait convoquer le corps électoral après 60 jours, finalement, devait rester en poste jusqu'à la fin du mandat. Je ne sais pas ce que cette modification en termes d'adaptation aux besoins de la société apportait réellement au peuple togolais, mais je sais ce que ça a pu apporter à une personne. Je vais au-delà de la Constitution, puisque nous savons que l'article 203 du Code électoral avait été modifié également, et c'est l'article qui réglait les problèmes d'incompatibilité. Et nous savons tous ce que cette modification a permis, notamment le retour à l'Assemblée nationale de M. Fornia Singbe, qui a retrouvé son poste de député, etc., etc. Venons-en à ce qui nous concerne, 2024. J'ai entendu qu'il fallait que la Constitution s'adapte, qu'elle soit développementaliste et qu'elle ait une lecture économique. Je veux bien le croire. Mais lorsqu'on évoque tout simplement le coût d'organisation des élections, d'une élection présidentielle pour motiver un changement, lorsqu'on dit que l'organisation d'une élection entraîne ou suscite la naissance d'une crise politique, c'est pour ça que définitivement il faut mettre fin à ce type d'élection, et bien d'autres choses, je me pose des questions. En tant que citoyen, quand je regarde un peu le classement du Togo par rapport à la corruption, nous sommes très mal classés. Donc de mon point de vue, au-delà d'une organisation d'élections tous les 5 ans qui est peut-être budgétivore, annuellement en tout cas, il y a d'autres éléments qui détruisent le tissu financier de notre pays et sur lequel un État responsable devrait davantage agir. Depuis 2005 jusqu'en 2024, où nous sommes aujourd'hui, si vous regardez le classement du Togo en termes de flux financiers illicites, je suis désolé de le dire ici, nous n'avons pas une véritable amélioration.
Il y a des pays qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, comme le Rwanda où il y a eu un génocide. Je prends le Bénin à côté pour pouvoir comparer. Et je vous assure qu'en termes de corruption, ces pays ont fait de véritables bons qualitatifs. Donc, plutôt que de s'attaquer à une élection qui a lieu tous les 5 ans et qui serait budgétivore, ne serait-il pas, pour le bénéfice du peuple, ne serait-il pas plus judicieux de voir comment est-ce qu'on peut, par exemple, lutter contre la corruption. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole, je ne suis pas juriste, mais je ne suis qu'un citoyen qui se pose des questions parce que quelqu'un l'a dit ici, nuitamment, on a le sentiment que c'était en catimini, même si, bien sûr, la Constitution ne prévoit pas à quelle heure il faut procéder à son changement. Je pense qu'en tant que citoyen, j'aurais bien aimé ressentir plus de respect de la part des honorables députés à l'endroit de la population. C'est une nouvelle constitution qui nous fait entrer dans une 5e République. J'aurais bien aimé qu'on vienne nous dire, écoutez, la loi fondamentale qui va désormais régir notre société, nous vous la présentons. Voilà comment elle sera, avec beaucoup de pédagogie, que tout le monde comprenne, et je vous assure que nous aurions tous applaudi. Merci beaucoup. Parole au professeur Dossé David. À la lumière de tout ce que vous avez entendu, est-ce que vous changez d'opinion? Est-ce que la nouvelle constitution reste pour vous un coup d'État constitutionnel ou vous changez d'avis? Gilles, je vous remercie vraiment de poser ainsi la question. Et ça me permet justement de dire franchement et clairement que je ne suis pas encore convaincu par les différents arguments qui m'ont été présentés. Je vais me permettre de revenir peut-être sur 3 ou 4 éléments. On a entendu dire qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est pour cette raison que des personnes que je respecte se sont retrouvées, au total 89, je pense, ceux qui ont voté pour cette constitution, et ont décidé du devenir et de l'avenir pour les 8 500 000 habitants que nous sommes. Il fallait faire quelque chose. Je prends juste l'exposé des motifs. Et il y a un élément qui m'a particulièrement intéressé parce que je suis acteur de la société civile et j'essaie de lutter contre ce qu'on appelle la restriction de l'espace civique. Et dans l'exposé des motifs, il est dit quelque part qu'il fallait protéger et renforcer les libertés et droits fondamentaux, quelque chose de similaire. Alors, la loi, la nouvelle constitution est votée, mais avant cela, en tant qu'acteur de la société civile, je l'ai dit, par rapport à la restriction de l'espace civique, il y a des éléments particulièrement difficiles que nous avons connus. Les réunions entre citoyens qui sont interdites, c'est une réalité qu'on ne peut pas occulter. Je prends un exemple encore peut-être plus précis. Amnesty International, je ne vais pas prendre mon organisation particulièrement, on pourrait penser à certaines choses, mais je prends Amnesty Togo qui va à Takwame et la préfecture envoie la gendarmerie. Permettez quand même que je parle de moi, je ne veux pas essentiellement parler des autres. Les universités sociales du Togo décident de construire des latrines à Asrama, 4 cabines, à une population qui ne dispose pas de latrines et qui doit aller dans les fourrés pour se soulager. On interdit cela. Les universités sociales du Togo décident de construire, avec l'aide des jeunes Togolais venus de Tapaon, Sokolé, Kara, qui descendent sur Lomé pour construire une latrine publique dans une école communautaire, on l'interdit, etc. Je pourrais vous multiplier les exemples. On n'a pas beaucoup de temps. Je m'arrête à ça. Et on se dit, voilà cette nouvelle constitution qui va protéger, renforcer les droits et libertés. On se dit, pourquoi pas? Et le jour ou la nuit où la nouvelle constitution est adoptée, le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? Conférence de presse. La gendarmerie débarque et interdit une conférence de presse. J'avoue que je ne sais pas si c'est ça qui entre dans le cadre de ce qu'on a appelé protéger et renforcer les droits humains. Donc je me pose déjà une première question par rapport à cela. Ensuite, je vais poursuivre avec la question de légitimité. Revenons-en aux faits. Nous avons une assemblée qui a été élue, je vais dire élue,
qui exerce son mandat et tout le monde s'attend à ce que, avant le 31 décembre 2023, il y ait des élections législatives. Je précise qu'au Togo, il n'y a pas eu de guerre. Je précise qu'au Togo, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle. Donc, aucun élément qui puisse, a fortiori, empêcher une telle élection permettant de renouveler le Parlement. Les mois s'écoulent et on se prépare à renouveler ce Parlement dans moins d'un mois, dans peut-être 3 semaines. Et voilà que, brusquement, comme tombé du ciel, on nous annonce une nouvelle constitution, sans entrer dans le fond, je le précise. Sans entrer dans le fond, on nous annonce une nouvelle constitution que 89 personnes ont choisi d'imposer à toute la nation qui compte 8 500 000 habitants, sans avoir consulté une composante de cette nation. Pour moi, c'est du mépris. Je m'exprime en tant que citoyen, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ça qui fait que on commence à parler d'illégitimité, mais pas que. Revenons-en à cette nouvelle constitution qu'on nous propose. Il y a un passage, je ne sais pas si dans la dernière mouture on a fini par l'enlever, mais il y a eu un passage qui disait que l'Assemblée nationale, à qui il reste 3 mois de vie, je ne sais pas si c'est un terme juridique, mais permettez que je m'exprime comme ça en profane, l'Assemblée nationale à qui il reste 3 mois de vie ne peut pas choisir ou désigner ou élire le président. Et l'esprit, donc, c'est quoi? Ça veut dire que on estime qu'une assemblée qui est en fin de mandat, 3 mois de vie, n'a plus cette force nécessaire, cette légitimité nécessaire pour choisir ce président qui va rester en tant que président de la République pendant 6 années à la tête de l'État. Alors, si, en écrivant cela, l'esprit c'est qu'en approchant de la fin du mandat, on perd cette force, cette légitimité, alors qu'en serait-il d'une assemblée qui a même fini son mandat et qui a eu 3 mois supplémentaires? Pas parce qu'il y a eu une guerre, pas parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle, mais parce que tout simplement, celui qui disposait de la majorité n'a pas voulu organiser les élections. Et donc, vous ne pouvez pas occulter le fait que les populations se posent des questions par rapport à cet aspect et qu'on dise qu'il y a illégitimité. L'article qui dit « reste en fonction », c'est ce que je viens d'expliquer. Vous n'auriez pas souhaité quand même que dans la Constitution, on aille encore dans le détail en disant que quand on dit « reste en fonction », ça veut dire que ne peut faire que ceci, ne peut faire que ceci, ne peut... Soyons sérieux. Je poursuis s'il vous plaît. Le régime parlementaire, on a fait des références historiques, les années 40, les années 50, la Constitution de 92, le régime parlementaire en Allemagne, etc. Et j'espère qu'on n'est pas en train de comparer la démocratie togolaise à la démocratie allemande. Je respecte mon pays, le Togo, mais je dois dire que nous sommes encore très loin des normes et des standards en termes de démocratie. Ne comparons pas la démocratie de notre pays, le Togo, avec la démocratie allemande. Nous sommes des scientifiques, ou si vous voulez, quelques scientifiques autour de cette table, parce que nous sommes professeurs à l'université et on estime que nous sommes des scientifiques. Je vais donc faire une hypothèse de scientifique. Imaginons un instant, comme cela a été dit, qu'on ait voulu changer cette constitution pour permettre de perpétuer un pouvoir. C'est une hypothèse. Nous sommes des scientifiques. Essayons d'analyser quelques faits. 2019, après l'avoir détricoté en 2002, le Togo réintroduit la disposition qui limite le nombre de mandats présidentiels. Vous le savez, j'ai toujours milité pour cette disposition au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'espace communautaire. Donc, je ne peux pas dire que ce n'est pas une avancée. 2019, le Togo réintroduit cette disposition. Mais 3 années plus tard, 2022, puisque cette disposition a été réintroduite, on l'a dit ici, quelqu'un l'a dit, quand on fait une modification, c'est dans le sens de l'intérêt général. Donc on a estimé que c'était dans le sens de l'intérêt général du peuple togolais. On a estimé que c'est une vertu. Et on s'étonne que le Togo soit ce pays qui, de nouveau, s'oppose
à l'introduction de cette disposition, à l'introduction de cette vertu, allais-je dire, au niveau de l'espace communautaire, dans le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Alors on se pose des questions. Historiquement, le Togo est le seul pays à s'y être opposé à 2 reprises au niveau de l'espace CEDEAO. Pourquoi? Pourquoi l'avoir adopté en 2022, vertu, dans le sens de l'intérêt général, et s'opposer à ce que cette vertu s'applique au niveau de l'espace communautaire? Il faut se poser des questions. N'oublions pas l'hypothèse. Est-ce que nous sommes vraiment en train de nous battre? Je vous le dis, vous le savez, au niveau de l'espace communautaire, avec d'autres réseaux, le NDI, Vademos, etc., pour que la CEDEAO finisse par remettre la réforme du protocole sur la table et adopte cette disposition. Est-ce qu'on pourrait penser que cette nouvelle constitution n'est pas simplement prise de façon à prévenir cette 3e tentative qui pourrait être la bonne? Est-ce que si on réintroduit la réforme du protocole additionnel, le Togo, seul pays, dira encore non une 3e fois? Ou est-ce que cette fois-ci, le Togo sera obligé de dire « j'accepte que cette disposition soit communautaire, mais nous devons anticiper ». Et si en anticipant par une nouvelle constitution, on arrivait à contourner cette disposition communautaire? Nous sommes des scientifiques, ce n'est qu'une hypothèse. Donc, nous rappeler l'historique du régime parlementaire, très bien. Nous rappeler les avantages en Allemagne, très bien, mais s'il vous plaît, ne comparons pas le Togo à l'Allemagne. Mais sachez qu'il y a cette question que l'on se pose. Pourquoi maintenant? Et est-ce que cela n'est pas fait justement dans le sens de prévenir et d'anticiper une potentielle réforme du protocole et une adoption de la limitation du mandat au niveau communautaire? Et je voudrais ajouter en disant que justement le Togo, avec cette nouvelle constitution, c'est peut-être la réponse que vous vous apprêtez à me donner, mais le Togo est allé au-delà. La limitation, nous avons dit 2 mandats, mais le Togo, finalement, c'est 1 mandat pour le chef de l'État. Oui, mais le sens du pouvoir, le centre, pardon, du pouvoir a été, le curseur a été déplacé. Le chef de l'État, quelqu'un l'a dit ici, on l'a dépouillé de tout pouvoir. Et le pouvoir, il est vraiment entre les mains du président du Conseil qui, lui, n'a pas de limitation de mandat. Je vais bientôt finir, hein, je ne vais pas monopoliser la parole, mais comme je suis seul parmi 8 ou 9, permettez que je m'exprime davantage. Quelqu'un est revenu sur la question de la fragilité et a semblé dire que finalement la Constitution n'est pas fragile, en tout cas la togolaise. Mais j'ai quand même... Gilles m'a demandé si j'étais convaincu. Non, je ne suis pas convaincu. J'ai le sentiment vraiment que notre Constitution est trop fragile et qu'elle est faite à dessein, non pas dans le sens de l'intérêt général, mais très souvent dans le sens de l'intérêt partisan ou particulier. Même si, je l'ai reconnu, la limitation de mandat de 2019, c'était une avancée pour nous et j'applaudis. Je disais donc que le fait d'être revenu sur une modification constitutionnelle en 2005, je ne sais pas si ça a mis 2 semaines ou 3 semaines, vous permettez que je puisse me tromper un peu sur les dates, mais déjà, vous savez que le 6 février, il y a eu, j'utilise le terme que l'on utilise généralement, nous qui sommes entre guillemets opposants, il y a eu tripatouillage de la Constitution, le 6 février. Je pense qu'au bout de 2 ou 3 semaines, il a fallu revenir sur ces changements, sur ces modifications constitutionnelles, parce que et la communauté nationale et la communauté internationale étaient convaincus que cela n'a pas été fait dans le sens de l'intérêt général. Quoi qu'on puisse nous dire aujourd'hui, cette disposition de modification des articles 65 et 144, je pose encore la question, qu'est-ce que ça a apporté au peuple togolais? Disons-nous la vérité. Et je reconnais que 2019, la limitation, c'est une bonne chose. Ça a été fait par le pouvoir. Face aux caméras, je reconnais que c'est une bonne chose. Mais dites-moi, les modifications des articles 65 et 144, qu'est-ce que ça a apporté au peuple togolais? Ayons le courage de dire que c'était fait, non pas dans le sens de l'intérêt général, mais dans le sens d'un intérêt particulier. Et puis nous allons continuer entre Togolais à discuter et à nous comprendre. J'aurai encore d'autres éléments, mais pour le moment, peut-être que je vais m'arrêter là et laisser la possibilité à d'autres de s'exprimer. Merci beaucoup.
Je me permets de vous prendre le micro, professeur Ounake. J'ai du respect pour vous, hein. Ce n'est vraiment pas pour vous couper la parole. Mais je pense que vous êtes enfin en train d'apporter comment on dit l'expression, de l'eau à mon moulin, puisque justement, vous parlez de la réanimation, on est en situation d'urgence, le pronostic vital du malade est en jeu. Si je pars en disant que mon remplaçant n'est pas venu, mais je suis un assassin, alors quel est le pronostic vital en jeu aujourd'hui au Togo? Quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence? Nous avons des élections législatives dans 3 semaines. Quelle est l'urgence qui fait que ce Parlement finissant doit absolument intervenir sur une question aussi cruciale? Vous l'avez dit, ce n'est pas une réforme bénigne, professeur Ounake. C'est ça qui me pose problème. Deuxième chose, vous l'avez dit, la démocratie, oui, c'est les parlementaires qui décident au nom de la population. Mais je suis d'accord, quand les parlementaires, en respect à cette population, prennent le soin de présenter la loi aux populations. Je prends l'exemple de la France. J'ai entendu plein de députés français s'exprimer sur la loi sur l'avortement avant de passer au vote. Quelqu'un a même dit, ma fille à la maison m'a dit que si tu ne votes pas pour cette loi, ne m'appelle plus papa. Mais est-ce que vous avez pris la... Vous n'êtes pas député, pardon. Mais est-ce que les députés ont pris la peine de dire à la population togolaise, messieurs, mesdames, citoyens de ce pays, pour telle ou telle raison, pour dédramatiser la fonction présidentielle, pour apaiser la vie politique, nous décidons d'introduire une nouvelle loi. Ce sera un régime parlementaire. Voilà les raisons. Mais une fois que... Voilà. Je vous laisse réagir. Sur le contenu de cette constitution, en dehors des questions de forme, est-ce qu'il y a des choses à prendre? Alors, merci. Je crois que pour se prononcer clairement et définitivement sur le contenu, il aurait été souhaitable que cette loi soit véritablement mise à la disposition du peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'espère quand même que les avancées potentielles et probables qui y sont inscrites, je prends notamment l'annonce du ministre Imua qui disait que la A+I a été constitutionnalisée. Donc on peut estimer que c'est désormais inscrit dans le marbre. Mais n'oublions pas que la liberté d'association, la liberté de réunion, ces libertés ont aussi été constitutionnalisées, en tout cas pour ce qui concerne la constitution de la 4e République. Mais ça n'a pas empêché, malheureusement, que, bien qu'étant inscrites dans le marbre, ces libertés ne soient pas respectées et qu'elles soient constamment foulées aux pieds. Donc, j'espère vraiment, et je pense bien sûr qu'il y a des acquis, qu'il y a des avancées, mais j'espère que ces acquis inscrits seront véritablement mis en œuvre pour le bien du peuple togolais. Pour finir, je dirais que des constitutions de revanche, pour reprendre une expression que je viens d'entendre, démontrent effectivement que nos constitutions ont été ou sont encore fragiles. Et c'est ce que nous avons discuté aujourd'hui lors de ce débat, faisant en sorte que désormais le constitutionnalisme permette à l'État togolais de respecter les propres règles qu'il sait lui-même fixer. Et que le premier responsable du pays, que le gouvernement du pays soit le premier à respecter ces règles et à donner l'exemple, le bon exemple au reste de la société. Merci.